Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Itinéraire. Itinéraire qui vous permet de découvrir les faces cachées de certains personnages et personnalités de notre pays. Itinéraire reçoit ce soir Monsieur Ngarledi Yorongar, coordonnateur du parti Fédération Action pour la République. Pour la présentation, je suis Njek.fr. Monsieur Ngarledi Yorongar, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Njek.fr. Alors, première question, qui est Ngarledi Yorongar? Je suis issu d'une... je suis né d'une famille composée. Mon père est à la fois de la Tangilé et du Logono oriental. Dans la Tangilé, il y a Kouro, qui est le village de son père. Il y a Kouloum, le village de sa mère. Et Madana, dans la sous-préfecture de Doba, qui est le village de la mère de son père. Donc j'appartiens à la fois au Logone oriental et à la Tangilé. Du côté de ma mère, elle est de Comé, canton Bikou. Elle est de Bekia, canton Miandoum. Et de Donia, canton Donia. Et enfin de Belaja, canton Belaja dans la préfecture de Ngungoso Benoît. Donc j'appartiens du côté de ma mère au Logone oriental et au Logone occidental. Donc voilà, je suis, comme j'aime bien le dire et certains le disent, je suis le trait d'union. Notre famille est le trait d'union. Notre père est venu d'un peu plus loin pour épouser notre mère et nous mettre au monde. Et voilà ce que je suis. Ceci dit, mon grand frère est allé à l'école très tôt. Mon petit frère aussi est allé à l'école très tôt. Mais moi, ma mère refuse que j'aille à l'école. Parce qu'il estime que je suis assez têtu pour rester chez des gens et faire l'école. Donc c'est à 10 ans qu'un jour j'ai décidé, en quittant mon champ de coton, pour aller à l'école. Je suis allé voir ma mère, je dis aujourd'hui je veux aller à l'école, je veux que tu me bénisses pour que je puisse aller à l'école. Elle m'a béni, je suis allé à l'école. Excusez-moi, monsieur Yorongar, de vous interrompre. À 10 ans, est-ce que vous connaissez déjà la signification de la bénédiction? Qu'est-ce que vous entendez par bénédiction? Et pourquoi vous avez... Il y a un détail qui m'a échappé. D'abord, une cousine germaine à ma mère est venue de Mondou en 1955 et il retournait. Et animé de la bonne volonté d'étudier, comme elle a quitté très tôt le matin vers 4h ou 5h, il fait encore nuit, je marchais doucement derrière cette tante-là. Elle s'est rendue compte que je la suivais à Bégreux, environ 15-20 km de Comé. Et moi, je lui ai dit que je veux aller faire l'école. Donc, elle m'a embarqué. On est allé à pied à Mondou. Je suis allé à l'école du centre. On m'a recruté. Et puis un jour, à chaque fois que le directeur, M. Mbaye René, entre dans la salle, je plie mes genoux pour avoir la même taille que les autres. Parce que j'étais grand de nature. Alors un jour j'ai oublié, je me suis tenu tout droit comme il me fait venir, il me dit, toi tu es trop grand, tu rentres à la maison, tu es renvoyé de l'école. J'ai pleuré, ça lui disait rien.
Pourtant, il a épousé ma cousine, mais il ne me connaissait pas. Donc je suis rentré au village. Mon père étant pasteur, il a été affecté pasteur protestant. Il a été affecté à Bekia, dans le village de la mère de ma maman. Et c'est en ce moment-là que je suis allé voir ma mère. Je dis, moi je vais aller à l'école. Donc j'avais 10 ans, peut-être je suis mature. Je suis mature précocement, mais je sais ce que je veux. Donc je suis allé lui dire, puisque mon père est un pasteur, nous avons baigné dans le culte de Dieu. Je suis allé voir ma mère dans son champ, dans le champ de mon père. Je lui ai dit, moi je veux aller à l'école. Je veux que tu me bénisses, je veux que tu n'aies pas une arrière-pensée comme tu as toujours l'habitude. Je ne veux pas que tu me mettes les bâtons dans les roues par des mauvaises pensées, parce que je ne peux pas tenir, etc. Je suis trop têtu, je vais casser le foyer de ton frère chez qui je vais aller, tout ça, il faut laisser. Je te promets que je vais me conduire comme un garçon respectable. C'est ainsi que je suis allé à Bébéja. Monsieur Mbaïbe René, encore lui, directeur de l'école de Bébéja. Donc on nous aligne. Je plie mes genoux. Cette fois-ci, je suis réellement grand. Je plie mes genoux. Il vient, il passe, il surveille le rang. Il tape sur mes genoux. Je me suis redressé. Il me dit, monsieur, il faut aller payer les impôts pour que tes enfants viennent à l'école. Toi, tu es trop grand. Je me suis mis à pleurer. Et puis un maître du nom de Lakolé Luc, il m'a pris en... Il a eu pitié de moi. Donc il vient m'appeler, m'amener dans sa classe. Et il écrit les noms des villes, Picha, Mundu, Doba, Sar, Forachambo à l'époque, Fort-Lami, Abéché, Faya, Ati. Je lisais couramment parce que je connaissais déjà l'alphabet, je savais lire et écrire en Gambaye, donc l'alphabet, je lis les villes très facilement. Donc, il me dit, est-ce que j'ai fait l'école? Je dis non, je n'ai pas fait l'école. J'ai fait seulement 1 mois à l'école à Mundu et le directeur m'a renvoyé parce que j'étais trop grand. Et Mbaïbe, il m'a dit, Mbaïbe est très têtu. Je vais te prendre dans ma classe. Mais tu restes derrière. Comme c'est une classe en séco, tu restes derrière. Tu détaches la jonction de séco. Quand tu le vois venir, tu sors par l'entrebâillement de secours, et quand il repart, tu reviens en classe. Quelque chose allait me rendre service énorme. Monsieur Mbaïbe décide d'annuler tous les examens de passage. Il dit il organise les examens de passage. De nouveau. Il ne reconnaît pas les examens de passage parrainés par son prédécesseur. Donc il a organisé les examens de passage et c'est ainsi que je me suis retrouvé directement au CP2. Donc on m'a inscrit au CP2. Je n'ai pas mon nom sur le registre au CP1. J'étais un clandestin, un clando comme on le dit. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire des études jusqu'au niveau universitaire. J'ai fait 4 ans à l'école
primaire entre Bébéja et Moundou. La 5e année, je l'ai fait ici au CM2. J'ai réussi le concours d'entrée en 6e, le CEP et le concours d'entrée à l'école des infirmiers. À l'époque, c'était au niveau du CEP. Donc, je suis allé faire l'école des infirmiers pendant un mois. J'ai dit non, il faut que je retourne au lycée, enfin au collège. C'était au CEG numéro 1 que vous appelez ici. À l'époque, ça s'appelait CEG tout simplement parce que c'était le seul. Donc, j'ai accusé un mois de retard, mais j'ai rattrapé le temps. Et c'est ainsi que j'arrive en 4e. J'ai quitté le lycée, le CEG, pour venir au lycée technique. Les bâtiments du lycée technique, là, c'est nous qui avons inauguré. C'est en quelle année? C'est en 67. 67. Le 1967. 1967. Donc, nous avons inauguré ces jolis bâtiments. Nous étions, il y en a qui étaient à l'internat, nous autres qui venons des autres établissements, nous étions à l'externe. Mais par mon travail, le proviseur qui s'appelait Renaud m'a appelé dans son bureau. Il me dit, mais vous habitez où? J'ai dit, j'habite à Ardebjimbal. Chez qui? J'ai dit, chez un cousin Germain. Il me dit, bon, tu prends ces billets-là, tu dors à l'internat. Donc je me suis retrouvé à l'internat. Et j'avais un ami qui s'appelle Mouya André, qui est de Béré. J'ai négocié aussi pour lui, pour qu'on se retrouve à l'internat tous les deux. Nous avons fait le BPC 67-68, non 66-67. Nous avons réussi. J'ai trouvé du travail à Air France. J'ai travaillé. Et puis moi, je travaillais uniquement pour les vacances afin de me payer ce que je voulais, les habits, les cahiers, les livres, etc. Alors mon ami Mouyan, parce qu'à l'époque, quand vous allez dans une école nationale telle que l'ENA, vous vous inscrivez et puis vous fournissez le dossier après admission. Donc lui, il a mis son nom, il a mis mon nom aussi. J'ai entendu à travers la radio que je suis candidat à l'ENA. C'est en ce moment que Mouyan est venu me dire que j'étais eu, c'est moi qui t'ai inscrit. Bon, je suis allé faire le concours par snobisme. Puis je suis admis et lui, il a échoué. Donc, quand les résultats ont été proclamés, vous savez qu'il y a des amis, les parents qui viennent. Moi, je voulais continuer mes études. Mais les parents qui viennent, qui disaient, tu vas être commandant, tu vas être préfet, sous-préfet, qu'est-ce que tu veux de plus? Il faut aller à l'ENA, au lieu d'aller encore rester au lycée, etc. Renaud m'appelle. Il me dit, tu voulais faire le concours d'entrée à l'école d'élevage. J'avais refusé de te délivrer les pièces qu'il te faut. Maintenant, tu passes outre pour faire le concours. Je ne veux pas que tu interrompes tes études. Tu as l'avenir. Tu dois étudier, faire des études supérieures. Et tu en as la capacité. J'ai réfléchi, la pression de mon proviseur, la pression de la famille et des amis, j'ai choisi d'aller à l'ENA. J'ai fait l'ENA 2 ans. Et têtu que je suis, j'ai eu des problèmes avec un professeur qui a voulu me saquer à cause d'une fille au cours d'un voyage d'études à Léré.
Moi, je ne savais pas qu'il avait des prétentions sur cette fille. La fille est venue s'asseoir à côté de moi, on plaisantait. Quand on est revenu ici, le même jour, le matin, on doit aller en classe. On est allé en classe, et il m'interroge. J'ai dit, on vient d'arriver, je n'ai pas révisé mes leçons. Il interroge Koué, un ami de classe. Koué dit la même chose. Il ne lui donne pas 0, mais à moi, il me donne 0. Il interroge un troisième, il ne lui donne pas un 0. Alors moi, je dis, bon, si c'est ça, là. C'est là où je vais maintenant avoir des problèmes. Parce que toutes les dépenses imputées sur le budget du Tchad, de l'État tchadien, passent par ces services. Donc nous jugeons de l'opportunité, de la régularité des dépenses, etc. etc. Un jour, le gestionnaire de la présidence de la République amène une facture se chiffrant à des millions pour l'huile, le gombo, le piment, des trucs que je ne suis pas sûr que le président de la République, M. Tamanbaye, consomme quotidiennement, pour que ça se chiffre à des millions. Donc, usant de mon droit de regard, d'opportunité, j'ai rejeté. J'ai dit rejet, sans explication. Alors, le gestionnaire est venu, puisqu'il est derrière son dossier. Il dit pourquoi j'ai rejeté. Je dis on n'achète pas des piments, des machins pour des millions. Donc, c'est une surfacturation. Moi, je ne peux pas accepter. Il est allé voir Amos Maïpour, qui est DGA. D'abord, il est allé voir mon patron Sako René, qui était le chef de service. Sako m'a demandé de revenir sur ma décision. J'ai dit, je le fais. Il est allé voir le directeur général adjoint. Non, le directeur général adjoint, Amos Maïpo, qui me somme de revenir sur ma décision. J'ai dit, je ne reviens pas sur ma décision. Le directeur général adjoint, le chef de service se réunissent, il m'appelle dans le bureau du DG, il me demande de revenir sur ma décision. J'ai dit, je ne reviens pas. Si vous voulez, vous révoquez ma décision, parce que vous êtes mes chefs hiérarchiques, vous pourriez révoquer ma décision. Mais moi, je ne reviens pas sur ma décision. Même si c'est Tom Almbaye même qui me demande de revenir sur ma décision, je ne reviendrai pas. Il faut que ça soit clair. Donc j'ai claqué la porte. Je suis allé rester dans mon bureau. On était mercredi ou mardi, jeudi, conseil des ministres, Yoronga réaffecté à Mondou, adjoint au sous-préfet. J'arrive à Mondou. Alors c'est une sanction ou bien c'est une promotion? C'est une sanction. Comme je voulais être commandant, eux ils croyaient que c'est pour ça que je les embêtais. Par conséquent, il faut me faire plaisir. Donc on m'a envoyé comme sous-préfet adjoint à Mondou. Le préfet étant en Anatoma, le sous-préfet Martial, qui est un infirmier mais assez respectable. Et un jour, monsieur Nanatoma, vous savez que à l'époque, la Coton-Tchad accorde des primes de production à des chefs de village. Ceux qui produisent plus ont plus d'argent. Donc c'est cette prime-là
que monsieur, c'est le sous-préfet qui prend l'argent, ce n'est même pas le préfet. Pourquoi le préfet prend l'argent? Le préfet a pris l'argent, il m'appelle, il me dit, bon Yorongar, tu vas aller payer la prime au chef de canton. Il prend la moitié, il cache. Il me donne l'autre moitié. Je me mets à compter parce que la confiance n'excluant pas le contrôle. Je me mets à compter, il me dit, mais pourquoi tu contrôles? Tu n'as pas confiance en moi? Je dis, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc quand je continue à compter, il est allé chercher l'autre moitié. Là, donc j'ai compté, ça correspond bien au montant donné par la Coton-Tchad. Je m'apprêtais à partir. Il me colle un responsable sous-préfectoral du PPT-RDA pour aller surveiller mes faits et gestes. Le parti progressiste tchadien. Progressiste tchadien. Nous sommes allés, je l'ai transformé en payeur. Et il enlève dans les liasses un billet. Si c'est 10 000, il enlève un billet de 10 000. Si c'est 1000 francs, il enlève un billet de 1000 francs. Si c'est 500, il enlève. Alors les chefs de canton murmuraient, disaient que voilà, il manque un billet dans leur liasse. Je l'ai laissé faire 2-3 jours après. Je l'ai surpris. J'ai compté l'argent, il manque un billet. Je suis allé perquisitionner dans son domicile, j'ai retrouvé tout l'argent. Je l'ai arrêté, je l'ai conduit directement en prison. Et comme Bidi était président du tribunal, et en même temps procureur, moi je suis allé le confier son cas à Bidi. Je suis allé rendre compte au préfet qui s'arrache les cheveux. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas rendu compte? Tu es allé le confier à la justice, etc. Il dit, mais vous voulez être plus malin que moi, mais moi je suis plus malin que vous. Vous me l'avez flanqué pour m'épier mes faits et gestes. Mais je l'ai piégé et il est tombé dedans. Donc il va faire la prison. Et il a été condamné. Donc je suis allé restituer l'argent au acquis de droit en repassant encore chez les chefs qui étaient victimes de cette soustraction frauduleuse. Et c'est ça qui fait ma popularité dans le Logone occidental. Alors un jour, au cours d'une réunion, le préfet qui me tient à l'œil se permet de m'engueuler. Moi je lui ai dit, écoute, moi je ne suis pas ton enfant, même si j'ai l'âge d'être ton enfant, je ne pense pas l'être au moment où je suis aussi responsable. Donc, arrête. Il me dit, je suis ton préfet. Je dis, préfet de merde, oui. Alors, les Anadif, Amat Anadif, qui était préfet, sous-préfet, comment on appelle, Bainamar, Charlot, sous-préfet de Benoît, etc., ont tenté de me dire non, il est ton préfet, il faut le respecter. J'ai dit, mais un préfet qui se rabaisse en volant les paysans, les chefs de canton, il n'a même pas pitié, il prend la moitié de leur dû. C'est pas un bon préfet, je ne le respecte pas. Je ne peux pas le respecter. Donc j'ai pondu un rapport, j'ai envoyé au ministre, sûr que je voyageais, sinon il m'aurait fait empêcher. Donc je suis arrivé à Paris, j'ai continué au Canada pour faire l'université d'Ottawa,
plus précisément à l'Institut international, l'Institut de coopération internationale, pour avoir mon bachelor. Dans quelle discipline? Dans l'administration publique, c'est-à-dire la polyvalence, hein, c'est dans tous les domaines, diplomatie, administration, finance, on a fait du tout, c'est-à-dire un bon fonctionnaire doit être polyvalent. Donc on nous a appris tous les domaines d'administration, tous les domaines, même l'agriculture, on nous a appris. Donc je suis rentré. J'ai postulé à l'IAP, l'Institut international d'administration publique de Paris. Au vu de mes notes, on m'a retenu. Donc je venais en vacances ici. Je suis venu avec mon billet pour repartir à l'IAP à Paris, pour rendre service à mes collègues qui sont en Amérique du Nord. Je suis allé les représenter à la Commission nationale de bourse. Donc je faisais des interventions, etc. Et aussi, je suis le mari de la fille de Mouyandre. Et j'ai eu à converser au téléphone avec Lisette Gabriel, qui est l'ennemi juré de Thomas Mbaye. Donc, mon collègue tchadien qui était là est jaloux du fait que moi je dois repartir en France à l'IAP, a vendu la mèche. Il me dit, Yorongar, quand on était là-bas, il a pris contact avec Lisette Gabriel, etc., etc. En pleine salle de commission, Mamad Djiber, directeur adjoint de l'Intérieur, vient m'interpeller. Il me dit, le ministre a besoin de toi. Le ministre Douba. Il me prend, on vient au domicile de Douba en face de Radio Tchad, légèrement en face de la station d'essence là. Et il était dans sa chambre, nous on est au salon, il est venu, il me dit, c'est vous monsieur Yorongar? Je dis oui. Vous êtes affecté à Mongo. J'ai dit, mais moi je suis venu en vacances. Je dois repartir terminer mes études à l'Institut international d'administration de Yaoundé, de Paris. Trouver quelqu'un d'autre. Il dit non, vous devrez partir à 4 h du matin. Le débat est terminé. Voilà ce qu'il a dit. J'essaie de le convaincre que moi je n'accepte pas. Il rentre dans sa chambre. Alors Djiber, qui me prend, au lieu de me ramener dans la salle, à la réunion de la commission, il m'amène directement à Moussa. Et dans la voiture en chemin, il me dit, non, Yorongar, tu sais que c'est Betungam qui t'a trahi, et si tu t'entêtes, tu risques la prison, etc. Il faut accepter. Je suis venu en parler aux membres de la famille qui m'ont conseillé vivement d'aller. Et c'est ainsi que, à 4 h du matin, mon grand frère m'a amené à l'aéroport militaire. Et je me trouve dans l'avion en compagnie d'Abdoulaye 44, un commandant, un chef de bataillon, c'est-à-dire commandant en grade, qui était nommé comme zone numéro 1 de Mongo. Il y avait Guara Lassou qui est nommé aussi officier de renseignement, et tant d'autres. Arrivé à Bokoro, on s'est posé. Au moment de décollage, l'avion décolle un peu et paf, il est tombé. J'ai dit, ah, moi là, la mort est en train de me guetter de près. Ils sont venus bricoler sur l'avion, puis nous sommes allés à Mongo. Et j'étais adjoint
monsieur Mamad, l'ancien maire de N'Djamena. Mamad Sembada? Non, non, l'ancien maire sous Tomanbaye. Oh là là, un patron que je connais très bien. En tout cas, il s'appelle Mamad. Il a des voitures, au moins 3 ou 4 voitures dans sa cour. Il me laisse aller au bureau à pied. Donc pour le choquer, j'achète un âne. Je vais au bureau avec. Le lendemain, j'achète un cheval. Je vais au bureau avec. Ah, quand il a vu comme ça, il me donne une voiture. Parce que je dévalorise la fonction d'adjoint au préfet. Donc il m'a donné une voiture et puis lui-même il était nommé secrétaire d'État aux affaires intérieures. Donc il m'a donné l'intérim jusqu'à la nomination de M. Seyd Bosch qui était venu et le coup d'État était intervenu. Voilà grosso modo mon itinéraire jusqu'au 13 avril 1975. Alors, Monsieur Yoronga, vous avez reproché tout à l'heure à votre professeur de l'ENA qui vous a vu avec une fille, au lieu de l'exprimer clairement pour dire qu'il a des intentions pour cette fille, il ne l'a pas fait, il a gardé dans contre vous. Vous auriez également dû dire au préfet, voilà, monsieur le préfet, je n'ai pas de véhicule. Non, je lui ai dit, monsieur le préfet, ça vous fait plaisir de me voir marcher à pied de ma maison au bureau. Vous trouvez ça normal? Et puis les voitures, c'est vos enfants qui circulent avec, qui vont à l'école avec, c'est pas normal. Je lui ai dit. Moi, j'ai pas ma langue à la bouche, hein, je le lui ai dit. Mais comme il me prend comme les autres, moi, je lui ai montré de quel bois je me chauffe. Mais on était de très bons amis jusqu'à ce que la mort vienne de l'emporter. Je ne lui garde pas dedans, lui non plus, il ne m'a pas gardé dedans. Il m'a toujours apprécié. Et il a raconté à ses enfants que Yorongar, c'est un bon type, contrairement à ce que les gens racontent, c'est un gars bien. Donc, je lui dois aussi ça. Et quand vous avez eu la voiture, finalement, vous avez vendu votre âne et votre cheval? Ben, l'âne, je l'ai gratifié à quelqu'un. Et le cheval, je l'ai envoyé ici, à mon grand frère. Pour ici, à Fort-Lamy, à l'époque? Les courses hippiques, oui, ici à Fort-Lamy. Pour les courses hippiques, c'est un cheval qui a gagné des prix. Et puis, le coup d'État étant intervenu, j'ai réussi à aller à l'IAP finalement. Donc, le cheval, les ânes, les voitures que j'ai laissées, mon grand frère, ont été volés par, après la guerre de 79. Oui, monsieur Yorongar, nous, avant d'aller plus loin, parce que le coup d'État c'est un autre chapitre, permettez que nous puissions revenir à votre petite enfance. Vous avez tantôt parlé de votre têtutesse. La maman ne voulait pas vous laisser aller à l'école parce que vous seriez têtu. Est-ce que Yorongar était un enfant assez turbulent dans la famille? Non, je ne suis pas turbulent pour autant, mais je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas. Parce que nous, on est éduqués dans la pire tradition protestante. Donc, le puritanisme. Et je n'aime pas qu'on vole. Voler, c'est un péché. Pratiquer l'injustice, c'est un péché. Donc, ça, je suis marqué par ça. C'est pour ça que je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais admis l'injustice
ni pour moi, ni pour autrui. Donc, je ne pense pas avoir été turbulent, mais on me considère comme tel, parce que ne baissant pas la tête devant les plus grands que moi, on me considère comme têtu dès mon enfance. Oui. Et vous avez parlé de vos parents qui sont originaires à la fois de la Tangilé, du Logone oriental, du Logone occidental, sans toutefois les nommer. Est-ce qu'on peut avoir les noms des parents et combien d'enfants étiez-vous? Mon père s'appelle Pierre Yorongar Le Moïman. Ma mère s'appelle Gegodo Rokulmian Longola Ngolao. Et ils se sont mariés pour nous mettre au monde. Nous sommes 7